Et voilà pour les vacances de Pâques, on vous souhaite une très bonne écoute à tous avec ce best-of, quelques extraits mémorables de 12 épisodes. Bonne écoute à tous. Un échange avec Nicolas Baron, CTO de YouSign. Tu me parles de Failfast là. Ouais, tout à fait. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un sujet vraiment intéressant. Justement, là, j'en arrive plutôt dans nos équipes et comment tu vas regarder un côté product-centric. Par exemple, quelque chose qu'on est très attaché à travailler avec le CPO de YouSign, qui était aussi le CPO de Meilleurs Agents, par ailleurs, que j'ai retrouvé chez YouSign. Donc, ça passe beaucoup par ce que je disais tout à l'heure, là, sur le discovery, notamment. L'idée, c'est déjà, avant même de te mettre à développer, d'essayer de dérisquer le fait de travailler sur le bon sujet. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est de tester. Donc, c'est-à-dire te mettre en condition rapidement de pouvoir, par la plus petite chose possible, essayer de valider l'idée et l'opportunité. Alors, il y a plein je pense qu'il y a eu plein de phases dans notre marché là-dessus. On a vite confondu ça avec je fais du cracra, mais du coup, quand je fais du cracra, je sais pas conclure sur c'était bien, c'était pas bien. Parce que le premier réflexe de dire quand ça a pas marché, c'est ça a pas marché, mais on avait fait un truc crade. Voilà, donc, l'idée, quand je parle de faire un truc minimum, c'est pas non plus de faire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est de se donner l'opportunité de tester quelque chose avant de l'industrialiser complètement et d'en faire le produit parfait. Voilà. J'ai envie de m'arrêter spécifiquement là-dessus. Ça, c'est un des mindsets qu'on essaye le plus possible d'insuffler dans les équipes. C'est souvent mal vécu, ce que je suis en train de dire par les équipes. Je l'ai vécu chez Meilleurs Agents, je l'ai vécu... Alors, c'est très bien vécu par les équipes produits. C'est beaucoup moins bien vécu par les développeurs, parce que on connaît la chanson. Moi aussi, j'ai été développeur. Vas-y, fais vite. Sors-moi un truc et puis t'inquiète, après t'auras du temps pour l'améliorer et puis tu passes à la suite et puis tu l'améliores pas et puis c'est comme ça que tu construis une belle dette bien gigantesque et quand même pas mal de problèmes de maintenance et de problèmes de prod que tu peux rencontrer derrière. Et ça, dans les deux contextes où j'ai mis en place ce genre de choses, que ça soit chez Meilleurs Agents ou chez YouSign, j'ai eu les mêmes objections au départ de dire, surtout les plus expérimentés généralement de l'équipe, Coco, on la connaît celle-là, tu vas pas nous la faire à nous. Voilà, donc ça, j'ai pas de meilleure recette à proposer que de prouver un peu par l'exemple, c'est-à-dire de leur dire faites-moi confiance une fois, on va essayer de se mettre dans les conditions pour vous prouver que derrière vous aurez vraiment du temps pour améliorer. Mais quand même, à chaque fois, c'est pas forcément super bien vécu, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Je te donne un exemple concret. Ouais. On a récemment, en début d'année, YouSign, on a fait la première acquisition d'une entreprise, acquisition externe chez YouSign, pour aller compléter notre produit avec une fonctionnalité de workflow documentaire qu'on n'avait pas encore. Voilà, donc on a racheté une entreprise qui s'appelle Canyon, qui est une entreprise belge. On a défini une stratégie d'intégration, on s'est dit qu'on allait plutôt reprendre la connaissance fonctionnelle qu'il y avait dans l'entreprise et réécrire dans notre produit la substantifique moelle de tout ça pour en faire une fonctionnalité. Mais on avait des gros enjeux, c'est la première acquisition, il y avait des deadlines assez serrés, on savait que c'était une belle opportunité de marché qu'on voulait prendre assez tôt. Donc rapidement, on a plutôt piloté ça par la date en se disant voilà la deadline et du coup qu'est-ce qu'on est capable de produire avec de la valeur utilisateur dans cette deadline, qui n'était pas forcément le mindset le plus utilisé chez YouSign quand on voulait développer quelque chose. Il y avait vraiment une culture de je fais beaucoup de qualité, je prévois un peu tous les cas dès le départ et donc tu vois, je construis, à la fin quand je mets le produit sur le marché, c'est quelque chose de déjà très abouti. Voilà, donc écoute, on a fait un peu le contraire sur cette fonctionnalité. Ça a fait un peu grincer des dents, ce que je peux parfaitement comprendre quand c'est la première fois. Mais ça nous a permis de tenir cette date, de commencer à apprendre, de commencer à avoir du feedback aussi sur ce qu'on avait fait, sur ce qui manquait potentiellement, etc. Et après, contrat respecté avec l'équipe, là notamment pendant l'été, on fait quelques améliorations produits, mais il y a aussi un gros temps qui est dédié à de l'amélioration technique, à du refactoring, parce que potentiellement on sait que la fonctionnalité va avoir du succès, mais maintenant on en est un peu plus sûr. Donc il y a peut-être des choses qui passeront pas tout à fait à l'échelle quand il y aura plus d'utilisateurs. Et on leur laisse ce temps juste après. On n'attend pas 1 an ou 2 ans que ça pète pour le faire, mais juste après pour pouvoir améliorer. Voilà. Un échange avec Stéphane Adinger, CTO de AWS. Pas de PowerPoint en interne quand il s'agit de prise de décision ou de stratégie, typiquement. Alors, bien sûr qu'on fait des PowerPoint pour aller présenter des produits à des clients. Donc oui, j'utilise du PowerPoint. Mais chaque fois qu'il s'agit de prendre des décisions, le PowerPoint est interdit. On a ce qu'on appelle des narratifs,
Ce sont des documents rédigés, là encore, qui sont en général entre 2 et 6 pages. Alors il y a une limite à 6 pages, parce qu'après ça devient trop long. Et sont vraiment des documents qui ont donc sujet, verbe, complément, avec des phrases complètes, et qui sont aussi, qu'on veut, très objectifs. On fait la chasse aux... Alors je ne sais pas comment ça se traduit, aux weasel words, donc si tu écris dans le document qu'il est très important de faire ceci, non, ça ne va pas. Pourquoi ? Enfin, c'est un jugement complètement subjectif, donc on va faire la chasse à ces mots un peu emphatiques, de dire c'est très important, c'est critique, et ainsi de suite. Non, on veut de la data. Du factuel. On veut du factuel. Et on veut aussi tous les éléments. Et après, il y a un rituel qui est que quand on va réunir les leaders pour prendre la décision, donc on les invite à une réunion, alors que ce soit en physique ou en virtuel, on ne donne pas le document à l'avance. Et donc le document est distribué au début de la réunion. Et la personne qui rédige le doc le donne au début de la réunion. Il le diffuse, enfin c'est pour lui jusque... Il le diffuse pas, quoi. Il le diffuse pas. Alors il y a des relectures bien sûr avant par d'autres équipes, mais il le diffuse pas. Alors c'est pas que ce soit interdit de le diffuser, c'est juste qu'on ne s'attend pas à ce que les leaders l'aient lu à l'avance. J'imagine que dans beaucoup d'entreprises, quand on envoie des PowerPoint à l'avance et qu'on demande aux gens de l'avoir lu à l'avance, le résultat c'est que la moitié l'ont pas lu et l'autre moitié l'ont lu à peu près en 2 minutes 30 en diagonale. Donc pour éviter ça, en fait, on peut très bien l'envoyer à l'avance, mais on ne s'attend pas à ce que les gens l'aient lu. Et on passe silencieusement entre 15 et 25 minutes de réunion où chacun lit le document silencieusement. Alors ça, je pense que c'est dans pas beaucoup de boîtes que c'est érigé en pratique et en process, quoi. Alors ça fait 10 ans que je suis chez AWS, donc maintenant je suis habitué, mais je comprends que ça peut paraître un peu perturbant au début, de se dire je passe 20 minutes où tout le monde lit silencieusement. En réalité, c'est formidablement efficace. Parce que ça veut dire que pendant 20 minutes, tu as 100% d'attention de l'ensemble des participants qui lisent l'ensemble des détails. Ça évite plusieurs choses. Ça évite d'une part l'influence de la qualité de l'orateur. Si tu veux, nous on cherche à prendre une décision, à prendre la meilleure décision possible, basée sur du factuel, basée sur de la donnée. Et non pas basée sur la qualité de l'orateur qui présente les PowerPoint. Il y a toujours ce biais qui existe. Et l'autre chose aussi, on veut éviter, parce que tu as sûrement déjà vécu, quelqu'un présente un PowerPoint, il y a une question et la réponse est « oui, mais ça, j'en parle dans 3 slides ». Donc là, comme tout le monde lit du début à la fin, il n'y a pas de questions parasites. Il n'y a pas de questions parasites. Et est-ce qu'il y a une obligation de... Enfin, tout le monde a lu le doc religieusement, dans le détail. Est-ce que tout le monde doit s'exprimer, en fait ? C'est une très bonne question. Donc, une fois que tout le monde a lu le document, on va rentrer dans le débat. Alors, soit ce sont des questions complémentaires, parce qu'il y a des choses que les personnes n'ont pas comprises, où il manque des informations, soit ça va être du débat pour aller discuter quelle décision il faut prendre. Et là aussi, on a un rituel, c'est que c'est les personnes les plus gradées, entre guillemets, qui sont le plus haut dans la hiérarchie, s'expriment toujours en dernier. Mais c'est vraiment respecté, c'est-à-dire qu'on demande à chacun de s'exprimer. S'il y a des... Alors, quand on le fait en ligne, il y a un petit système de vote aussi pour dire « je lève la main » et ainsi de suite. Mais voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une réunion comme ça avec Adam Selipsky, qui est le patron, le CEO d'AWS, et il a vraiment fait attention à ce que tout le monde s'exprime, et lui s'est exprimé en dernier, pour une raison très simple, hein, que ce soit conscient ou pas, si ton manager ou ton N+1, N+2, N+3 s'exprime, forcément ça va t'influencer. Et donc on veut d'abord avoir l'avis de tout le monde, et sans influence. Et si tu me permets, j'irais même au-delà. En fait, ça fait partie de notre culture aussi. Ça s'appelle le have backbone. Nous voulons que les personnes expriment leur désaccord. Chacun a une opinion. Ça fait partie des 16 principes Ça fait partie des 16 principes. Voilà. C'est de dire, si à un moment donné, tu penses que la décision qui est proposée n'est pas la bonne, tu as le devoir de t'exprimer. Un échange avec Philippe Ansarguet, CTO d'Orange Business Service. Il y en a eu des moments de difficulté, justement ? Forcément. Forcément. Les moments de difficulté, en fait, si tu veux, quand tu travailles dans un domaine dans lequel, finalement, ce que tu manipules, c'est de la vision, c'est de la stratégie, c'est de la technologie, la part d'inconnu que tu manipules, elle est colossale. Regarde ce qui vient de se passer en moins de 10 ans, même en moins de 5 ans.
On est passé d'un environnement qui était relativement statique, avec des relations économiques relativement statiques, dans un environnement géographique relativement statique. 5-10 ans plus tard, la moindre société qui se crée a en premier lancement une target qui est souvent planétaire, avec une capacité de disruption pour aller chercher des acteurs qui aujourd'hui ont quasiment pignon peu. On est dans un environnement qui est ultra dynamique. Et tu sais, y a une anecdote, et je commence très souvent mes conférences et mes keynotes par ce slide-là, où en fait j'explique, voilà, il y a quelques années, on était capable de faire ce qu'on appelait du forecasting, de la prévision. Voilà, comprendre ce qui peut se passer demain. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est faire du nowcasting, c'est-à-dire être capable d'expliquer ce qui nous arrive maintenant, à tel point on est dans un environnement qui est dynamique. Donc quand tu me parles, mais est-ce que tu as eu des moments difficiles ? Alors évidemment, oui, et comme tout le monde. Voilà, c'est comment tu gères cette part de doute, cette part d'inconfort, cette part de questionnement, et finalement, la façon que moi j'ai eue pour pouvoir y répondre, c'est peut-être une curiosité totalement exacerbée, une volonté d'apprendre absolument, voilà. Donc moi j'ai... C'est ce qui te caractérise le plus, la curiosité ? Je pense que c'est certainement, oui, un des éléments qui peut être une des caractéristiques les plus saillantes de mon profil. Mais ça se travaille. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment un acharné sur cette partie-là. Enfin, tu vois, je vais avoir 50 ans, 25 ans de boîte. Aujourd'hui, j'ai peut-être un job de CTO pour une boîte de cette taille-là. Moi, Pierre, tous les matins, j'ai pas une activité monacale, mais moi, ma journée type, je me lève à 6h30, à 7h30, je suis devant ma machine, je fais 1h30 de veille tous les jours. 50 à 60 sources que je balaye au quotidien. Un échange avec Olivier Covin, qui est aujourd'hui le CTO de Skello. Mon management, c'est vraiment un management collégial, collectif. Ce que je pense, c'est que plus on est de cerveaux et plus on prend des bonnes décisions. Bon, après, il faut qu'il y ait une personne qui anime les cerveaux, parce que plein de cerveaux aussi, ça peut partir dans tous les sens. Mais du coup, il y a vraiment beaucoup de décisions collégiales, même si je suis là et que voilà, des fois, je suis pas d'accord et on en discute. Mais oui, donner pas mal de latitude aux engineering managers, qu'ils aient vraiment un ownership sur leur équipe. Ce qu'on a construit, c'est du coup des engineering managers qui sont très opérationnels. Donc en gros, ils ont 3-4 métiers dans leur équipe. Ils sont un peu Scrum Master, donc ils huilent un peu les process de leur équipe. Avec le PM, donc ils font un couple EM-PM pour driver, pour entraîner les projets de l'équipe, pour les mener le plus loin possible. Après, ils sont bien évidemment managers des développeurs qui sont dans leurs équipes. Et le quatrième, c'est un rôle plus pas d'architecte, mais ils sont honneurs de la partie technique de leur périmètre. C'est-à-dire que quoi je leur demande côté technique, ils doivent être capables de me répondre, donc ils doivent avoir la connaissance de l'intégralité de leur périmètre. Et du coup, ces 4 rôles, plus quand ils ont un peu de temps, ils codent aussi pour garder un peu la main, la légitimité. Voilà, c'est ça, la légitimité. Donc ça fait un poste qui est super, super riche. Après, ça leur fait des belles journées, ils sont vraiment pas mal occupés. Mais je trouve que c'est intéressant et je pense qu'ils apprécient aussi cette construction de rôle d'engineering manager. Un échange avec Gaël Duez sur la fresque du numérique. Tu peux nous l'esquisser, la fresque du numérique ou Ouais, la fresque, j'adore la fresque du numérique. La fresque du numérique, c'est génial. Bon, après, je suis complètement... c'est un atelier de plusieurs... 3 heures, ouais, donc, 3 heures. Voilà. L'esquisser, c'est peut-être lui faire offense. Non, mais en fait, c'est la philosophie générale. Donc, la fresque du numérique, c'est la première fille de... C'est la première fille de la fresque du climat. Donc, la fresque du climat, maintenant, c'est un monstre de la conscientisation sur le climat. Il y a plus d'1,5 million de personnes qui l'ont suivi... Et ça continue à décoller sur l'ensemble de la planète. Mais c'est le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est un des jeux sérieux, des serious games d'intelligence collective, vraiment basé sur l'intelligence collective. Et l'idée, c'est
plutôt que d'avoir un cours ou une conférence qui explique aussi bien, soit-il, l'ensemble des empreintes environnementales du numérique, eh bien, on va laisser les gens l'appréhender par eux-mêmes et par un travail de groupe. Donc tu mets 8 personnes maximum autour d'une table, tu as 5 rounds où tu distribues 7 cartes, et sur ces cartes, tu as des informations qui sont issues de sources fiables. Il n'y en a malheureusement pas beaucoup, mais tu vas voir l'ONU, greenIT.fr, tu as le CNRS via EcoInfo qui a fait énormément de boulot aussi là-dessus. Donc encore une fois, tu vois, on retrouve des sources très françaises. Tu as bien sûr le GIEC. Et tu mets des infos et tu dis aux gens, à vous de faire les connexions, quoi. Et ils se tournent vers toi en tant que facilitateur, parce qu'on justement on n'utilise pas le terme formateur, c'est bien facilitateur. Et tu leur dis, c'est marqué sur les cartes, débrouillez-vous. Et après, ils se mettent à se causer. Et en fait, c'est super, parce que en plus, quand tu fais ça dans des équipes, ça te crée un bon exercice de team building aussi. Ça discute, ça machin, ça truc. Puis au final, au bout d'une heure et demie, tu as une vision un peu plus systémique. Oui, il y a la fin de vie, il y a la fabrication, il y a la phase d'usage, il y a des impacts différents. Au final, ça nous revient dans la tête comme un boomerang. Et waouh. Et ce qui est chouette, c'est qu'après, tu as une phase de créativité. C'est vraiment c'est pensé pédagogiquement, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ta fresque, c'est pas du tout la fin de l'atelier. Tu vas dessiner, tu vas créer un titre, tu vas la rendre très belle pour que tu prennes une photo et que tu la partages sur les réseaux sociaux ou simplement à la machine à café avec tes collègues. C'est ta fresque, t'en es fier. Et après, tu rentres dans une phase où tu discutes, tu débriefes. Et ce qui est très chouette avec la fresque du numérique, c'est qu'après, tu bascules sur un autre petit atelier qui est plus orienté action. Donc, action assez haut niveau. Tu as 20 cartes action. Et là aussi, discussion, débat. Je pense que ça a un impact, ça a moins d'impact. Dans ma vie, je pourrais assez facilement le faire. C'est pas possible dans ma boîte, etc. Et ce qui est chouette, c'est qu'encore une fois, tu es dans du zéro jugement. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a aucune de ces actions qui sont des mauvaises actions, il n'y a pas d'action piège. Et effectivement, si dans ton groupe, tu as quelqu'un qui bosse chez Renault et que tu as quelqu'un qui bosse dans la dernière start-up, changer la politique d'achat, tu vois, c'est pas la même facilité, quoi. Tu convaincs le CEO, c'est vinyle demain, l'autre, c'est un appel d'offres qui dure pendant 3 ans, quoi. Et c'est par ces échanges-là qu'au final, tu ressors en disant, il y a quand même des trucs à faire, quoi. Et c'est souhaitable. Voilà. Donc ça, c'est la fresque du numérique. Un échange avec Ludovic Bailly, co-founder et CTO de PerfectStay. Le marché a évolué puisque les tours opérateurs ayant industrialisé la partie B2B, restait la partie B2C. Ils se sont dit, attends, si EcoTour fait un site B2C, pourquoi moi je pourrais pas aussi en faire un en tant que tour opérateur? Je suis légitime, c'est la marque, c'est la mienne. Donc ils ont investi beaucoup la partie B2C en nous faisant une concurrence directe. Nous distributeurs, eux aussi, et puis parfois des jeux pas très égalitaires, on va dire. On se battait pas avec les mêmes armes. Et donc on a réfléchi, et ça tombait aussi à une période d'explosion des compagnies low cost. Donc l'arrivée d'EasyJet, notamment. Ouais. Et je me souviens des affiches où EasyJet dit Paris, Djerba, 49 €. Là où le tour opérateur, lui, il a un mode de fonctionnement qui est complètement différent. En fait, il va, au début de la saison touristique, faire un deal avec une compagnie aérienne et des hôteliers sur des capacités. Donc, X chambres et X places dans l'avion, à un prix acheté à l'avance. Là où la compagnie low cost, elle est complètement en yield, elle va réguler ses prix en fonction de la demande temps réel. Donc, il y a eu là une rupture entre le tour opérateur très statique et les compagnies low cost qui arrivent et qui cassent le code aussi sur la partie aérienne. Et là, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas est-ce qu'on pourrait pas venir péter un autre truc est-ce qu'on peut pas, nous, devenir tour opérateur en allant chercher un inventaire aérien qui est celui des compagnies low cost et sourcer des hôtels à destination nous-mêmes. Bon, on dit, ok, banco, on y va, on est parti. On repart pour coder un premier proto avec quelques compagnies aériennes low cost. Donc l'accès aux compagnies aériennes low cost, lui aussi, il n'était pas simple à cette époque, puisqu'il n'y avait pas d'API, pas distribué par les canaux traditionnels de distribution, puisque eux, c'était distribution directe. Venez réserver en direct sur notre site internet. Donc on a développé des robots, des scrappers, pour aller chercher la data chez EasyJet, chez Transavia, toutes ces compagnies low cost, créer des robots pour pouvoir réserver, obtenir les prix, et combiner ça avec une réservation d'hôtel, quoi. Exactement, aller chercher des inventaires hôtels. Et on a combiné tout ça. On a mélangé avec notre catalogue,
Et de suite, il y a eu une appétence des clients, mais incroyable. C'est-à-dire qu'en 18 mois, on a shifté complètement l'activité. On est passé d'une activité de tour opérating, enfin de distribution de tour opérateur classique, C'est ta spécialité en fait, le pivot quoi. de casser les choses. d'une certaine façon. Ouais, bah là, c'était une opportunité. On a vu cette opportunité, on l'a saisie et elle a bien vraiment très très bien fonctionné. Un échange avec Stéphane Reiser, CTO de la FFF. En fait, je me disais, dans le sport, Il n'y a pas beaucoup de place. ouais, il n'y a pas beaucoup de place. C'est assez fermé. Et finalement, travailler dans une fédération, pour moi, c'était pas forcément intéressant. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses derrière, d'un point de vue IT. Je voyais éventuellement les clubs de foot, mais je voyais, pour moi, c'était une niche, il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc là, je me rends compte à la Fédé Tennis, qu'il y a énormément de projets, parce que la Fédé Tennis, par rapport aux autres fédérations, a une particularité, c'est qu'elle détient un tournoi, donc le tournoi de Roland-Garros, donc elle fait à la fois, elle doit répondre à des enjeux d'une fédération, de développer la pratique de son sport, mais aussi de gérer un événement. Et donc là, tu as... Ça, c'est une particularité. Ouais, c'est vraiment la particularité de la Fédé Tennis, et ça prend même, c'est tellement une particularité que ça prend quasiment 80% de ton temps, 80% du budget, des effectifs, hein, donc c'est une composante forte du poste et de la fédération de tennis. Gérer ce tournoi-là, qui dure 3 semaines par an, mais finalement que tu prépares toute l'année. Et c'est vrai, quand je disais que je bossais à la Fédé Tennis, on me dit je vois trop ce que tu fais. Je dis à Roland-Garros. On me dit ouais, mais tu bosses 3 semaines par an, quoi. Oui, non, merci, Ouais, c'est alors, pas tout à fait non, ça. c'est pas comme ça que ça marche. Donc effectivement, pendant 3 semaines, finalement, c'est l'aboutissement de ce que tu fais pendant toute l'année. Mais ton tournoi, il est au mois de mai jusqu'à début juin. En sortant du tournoi, tu fais le feedback du tournoi, tu pars un petit peu en vacances, et puis après, finalement, tu es déjà dans la préparation de l'année d'après. Qu'est-ce que tu vas faire en termes d'évolution sur tous les aspects du tournoi, donc que ce soit la gestion sportive, la gestion opérationnelle, le contrôle d'accès, la restauration, le retail, le scoring, la billetterie. Donc voilà, il y a énormément de sujets différents. Uniquement sur la partie événementielle Roland-Garros. Et puis à côté de ça, tu as aussi tout l'aspect fédéral, donc développer des outils pour la pratique du tennis, des outils pour les licenciés, les responsables de clubs, les entraîneurs, les arbitres. Donc voilà, tu as toute une population aussi sur l'aspect fédéral, pur fédéral, qui est le sens même de la fédération, hein, développer la pratique et l'activité, qui te prend aussi le quotidien. Donc voilà, il faut réussir à travailler à la fois sur ces deux sujets-là qui sont un peu différents, parce que le fédéral, finalement, tu as des enjeux, on va dire, à cette époque-là, on avait des enjeux surtout de deadline sur le mois de septembre, parce que c'est le début de prise de licence. C'était historiquement aussi le moment où se recalculait le classement des joueurs, donc c'était des temps forts. Mais finalement, tes projets, tu arrives à les lisser tout au long de l'année. L'événementiel, c'est particulier, j'en avais jamais fait. Et là, tu peux pas te tromper, quoi. Là, il y a une deadline, il faut que ça marche. Un échange avec Nicolas Elleringer, CTO de Résilience. Pour le coup, j'ai jamais... C'est le démarrage de ma carrière qui m'a fait que j'ai jamais choisi, en fait, entre le dev, back-front, entre le réseau, un petit bout d'infra, la base de données, installer des firewalls, configurer des trucs et tout. J'ai toujours refusé de me spécialiser parce que je trouvais ça tellement marrant. De tout faire. Alors tout faire, d'assembler, quoi. Ouais. Voilà, d'être truc. Et je me suis aperçu qu'en fait, dans cette posture-là, la bonne compréhension et la bonne communication avec les êtres humains était le truc le plus important par rapport à tout le reste. C'est-à-dire que respecter les expertises de chacun, c'est important. Mais à la fois, pour que tout rentre en musique, faut s'assurer que ça communique, quoi. Et c'est ça qui a déclenché en fait mes premiers pas de people management et de chef de projet d'abord, puis ensuite de people management. Et c'est vraiment là que j'ai appris avec les équipes en place, avec Pierre-Antoine qui était directeur technique quasiment jusqu'à la fin quand j'y étais. On s'est construit autour de cette expérience-là beaucoup, enfin en tout cas moi beaucoup, lui je sais aussi, pas que sur ces aspects-là, mais voilà, ça a été une école après l'école, un projet, et le fait que le projet grandisse en même temps que nous on apprenait, moi je trouve que tout comme moi que j'apprenais, c'était fou, quoi. Donc le projet grandissait en même temps que toi, j'imagine tu t'es pris quelques murs quand même ou... Ouais, je me suis pris un bon mur à la naissance de mon fils en 2005, ouais, où tout d'un coup l'équilibre vie pro et vie perso a déboulé dans tout ce beau tableau. Avec beaucoup de bonheur, il passe son bac cette année, je le salue, bonjour Nathan. Mais ça a permis d'apprendre que à fond, ça marche pas tout. Enfin,
c'est pas un modèle, alors le mot m'échappe en français, mais sustainable, tu vois, faut pouvoir vivre avec la vraie vie des gens, en fait, parce que le travail, c'est bien, et donc ça a venu rajouter une couche du, ok, comment on fait en sorte que les gens, ils aient des bonnes conditions, au boulot comme à la maison, et en fait c'est lié les deux, même si tu dis, moi je me fais rigoler quand j'entends des boîtes qui disent genre, ah mais non, chez nous on veut pas du tout savoir le côté perso des gens parce que ça n'a rien à faire ici, tout ça, tu dis bah ouais, mais en fait c'est la même personne dans le même corps avec la même tête, et donc ça m'a appris aussi ça, perso, et puis à être plus à l'écoute des autres, donc ça a été aussi une belle aventure humaine. Alors il y a eu d'autres épisodes après qui ont renforcé ça, mais ce timing là il est aussi tombé au bon moment pour moi, pour dire genre ah ouais, en fait on peut pas être que la tête dans le guidon soi-même et pour les autres, donc ça a beaucoup structuré, je pense, a posteriori, enfin on analyse posteriori ce que je suis et la façon dont je regarde comment les gens interagissent dans leur boîte, quoi. Un échange avec Philippe Charpentier, CTO de NetApp. Moi, j'aime bien quand c'est dynamique, quand ça va vite. J'aime bien travailler. Moi, malheureusement, c'est un de mes problèmes. Il faut que j'arrête. Mais et donc, quand on rejoint une société américaine, quand elle est au début de son implémentation en Europe, c'est une deuxième de tes constantes, je crois. Oui, pas loin, quoi. Oui, c'est des boîtes souvent étrangères ou américaines, d'ailleurs. Non, mais systématiquement américaines. Il n'y a qu'une fois où j'ai travaillé pour une société française et puis j'ai pas réussi à m'adapter à la culture. Voilà, on va dire en très court. Qu'est-ce qui te plaît dans la culture américaine ? C'est quoi que tu as vu comme différence ? Qu'est-ce qui t'a déplu dans d'autres cultures ? Ouais, alors c'est pas facile à dire, alors, parce que souvent quand on pense aux Américains, on dit ouais, tout est awesome, tout est génial, tout est fantastique, et c'est un peu trop, ok, mais moi-même je trouve que c'est trop. Mais il y a une espèce quand même de culture anglo-saxonne où tout est faisable. Et je trouve que si on veut faire quelque chose d'incroyable pour un client, on va toujours trouver un levier. Si on arrive à justifier, c'est-à-dire que je sais pas, on a un client, on sait qu'on a un projet, je dis n'importe quoi, je dis n'importe quel chiffre, un projet à 10 millions, et que pour ça il y a des gros besoins de développement, et que voilà, l'Américain j'ai l'impression qu'il sera plus prêt à prendre le risque que voilà, après j'ai une expérience très courte, mais que le français qui va être beaucoup plus à regarder ses capacités d'investissement. C'est une culture d'ingénieur en France, hein, où tout doit être je suis bien placé pour le savoir. Ouais, exactement, les risques sont calculés. Il y a on fait très attention à comment on fait les investissements. Si on doit investir sur des people, on va faire attention au profil. C'est-à-dire que si on tombe sur une perle rare mais qui va coûter très très cher, un Américain il va dire banco, j'investis. Le Français il va dire non, vous êtes trop cher, soit vous baissez votre salaire, soit je prends quelqu'un d'autre. Et c'est un peu l'impression que ça me donne. Après, je ne sais pas si c'est vérifié, mais en tout cas, ce que j'aime dans les cultures américaines, c'est, en tout cas des boîtes américaines, c'est qu'on y va, quoi. On y va, on se met pas de barrière. Il y a des choses à faire, et s'il faut adapter les produits, on les adapte dès lors qu'il y a un business case derrière. En revanche, c'est très concret, c'est très pragmatique, exactement. Il y a une culture. Est-ce qu'il y a une culture du fail fast également qui est très développée ? Ouais, fail fast, évidemment. C'est alors il y a même ça fait partie de mes différentes phrases là, typiques. Moi, je dis souvent never lose alone. Never lose alone. Ouais. C'est-à-dire que quand on est toujours confronté à des difficultés, il y a toujours des échecs. Hein. Moi, j'en ai eu plein. Par milliers. Mais en revanche, ce que j'ai appris, c'est que quand tu es en situation de difficulté, il faut tout de suite appeler à l'aide. Et d'un seul coup, tu vas voir que les portes s'ouvrent. En tout cas, c'est ce que j'essaie de répéter en tout cas à mes équipes régulièrement. C'est never lose alone. Si t'es coincé, faut que ton boss il soit il soit aussi il sente le même problème, et que voilà, et que si vraiment il y a un business case, encore une fois, où il faut trouver une solution, on va la trouver. Et bien sûr, on peut perdre, ça arrive très souvent, mais au moins on n'est pas tout seul dans son échec, et on se sent soutenu, et donc etc. Ça fait partie aussi de la culture qui va avec. Un échange avec Marie Terrier, CTO de Yelda. Et justement, la remise en question de la hiérarchie, c'est compliqué. Donc ça, je m'en suis rendu compte parce que quand je suis arrivée, donc petite jeune sortie d'école d'ingénieur, on m'avait appris que ma force, ce serait l'esprit critique, comme tout bon ingénieur français. Et donc, j'arrive dans une équipe, et en vrai, j'étais une vraie grande débutante en dev. Genre,
J'avais appris toute seule un petit peu à faire du PHP avec le site du zéro, mais c'était vraiment léger, on va dire ça comme ça. Donc je découvrais plein de choses, je me posais plein de questions, et lorsqu'on échangeait, donc on avait des petits déjeuners techniques, ça c'était sympa. Il y avait des petites conférences, et puis après on mangeait, on discutait un petit peu du sujet technique, et moi je posais plein de questions, et je disais, mais alors là on a vu ça, dans tel projet j'ai vu qu'on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on a fait A et pas B? Et en fait donc le tech lead répondait, on va dire, un peu succinctement, et j'ai mis quelques semaines à comprendre qu'en fait, donc derrière, on a eu des relations compliquées. Donc au début, j'ai pensé que c'était parce que j'étais étrangère, parce que j'étais jeune, parce que j'étais une femme. Et après, mais ça a été vraiment difficile. Donc j'ai dû en parler à un manager qui lui a parlé et qui m'a expliqué qu'en fait, c'est parce qu'en posant mes questions, Tu remettais en cause. je remettais en cause son autorité. Et j'avais absolument pas compris. Et lui, c'était tellement évident qu'en fait, moi, je faisais preuve de comment on dit, d'insubordination. Non, c'est pas tout à fait ça le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Que voilà, c'était tellement évident pour lui que c'était sciemment, parce que culturellement, c'était comme ça qu'il voyait les choses, qu'il a même pas pris la peine en fait de m'expliquer pourquoi derrière il était dur. Donc, tu vois, ça c'était quelque chose de culturel. Et donc, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est donc d'accompagner au début les jeunes chefs de projet quand ils faisaient leur briefing aux développeurs. Et donc, je leur expliquais, si tu demandes à ton équipe s'ils ont bien compris, tu as 95% de chances qu'ils te disent oui. Parce que ça aussi, culturellement, on va avoir tendance à dire oui, tu vois, pour satisfaire l'autorité. Et après, essayer de se débrouiller si jamais c'était pas clair. Alors ça, pour le coup, c'est un stéréotype culturel. Et c'est pas qu'en Inde, hein, c'est dans plein d'autres pays. Hein. Ouais, mais alors, du coup, c'est un peu cliché, effectivement, en Inde, le oui-oui. Mais tu l'as vécu comme ça, du coup Alors après, je dis Inde, mais tu vois, l'Inde, c'est énorme, c'est genre 27 pays, il n'y a pas la même langue. Et pour moi, c'est comme l'Europe. Tu vois, quand tu dis l'Inde, c'est comme si tu dis les Européens et que tu compares un Finlandais à un Espagnol. Ouais. Ça peut quand même vachement changer. Donc, et puis là, en plus, tu vois, je vais même te dire que c'est à l'échelle de ma boîte, parce qu'au final, le fait d'être en contact avec les Européens, ça changeait probablement beaucoup de choses. Ouais. Et donc, oui, clairement, j'ai vu des collègues dev dire oui, alors qu'ils n'avaient vraiment pas compris. Et tu vois, dans une autre anecdote, donc avec le temps que j'ai passé, moi, j'ai commencé un peu à prendre en charge, on va dire, un certain nombre de choses, et notamment à former des nouveaux. Et je me rappelle avoir fait une formation, par exemple, je parlais de data au lieu de data. Donc ça, c'est un truc que je ne savais pas. En anglais, on dit data. Tu sais, tu dis pas data. Et du coup, on ne te comprenait pas. Et ben, ils ont mis 6 mois à me dire qu'en fait, la première fois que j'ai parlé de data, ils ont cru que je parlais d'un nouveau concept informatique. Donc du coup, ils ont quand même raté un gros morceau du message que je voulais faire passer. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore compris, tu vois, qu'il fallait autant questionner. Et ils m'ont dit 6 mois plus tard, ouais, on avait. Je dis, mais pourquoi vous l'avez pas dit? Ils se sont dit, on s'est senti, on croyait qu'il nous manquait, tu vois, un élément de base. Tu t'en parlais tellement naturellement. Donc, tu vois, on en est à ce point-là. Tu vois, je parle de data, pendant une formation technique, alors qu'ils viennent d'arriver dans l'entreprise, et ils ont pas osé me dire qu'ils savaient pas ce que c'était, ouais. Un échange avec Jean-Laurent Demorlon, qui est aujourd'hui CTO de Docker. Effectivement, on a dû couper la boîte en deux et se recentrer sur effectivement cette partie plutôt développeur. Je te donnais ça en filigrane au début en disant il y a toute une partie dans les conteneurs qui est liée à la production, comment tu fais tourner ton conteneur en production. Et après, il y a la partie comment tu crées tes conteneurs, comment tu les sécurises et comment tu les produis, donc plutôt une problématique du développeur. Et donc, on a shifté de ce premier cas, production, vers développeur en redémarrant la boîte. Effectivement, la valuation de l'entreprise était 100 fois plus petite à ce moment-là. Donc, on a un gros exercice d'humilité. Même si Docker, la marque, est hyper connue et
et était moi je me rappelle que quand je me promenais dans le métro à l'époque, je me parlais des t-shirts Docker, les gens disaient super Docker, tu connais un peu, je dis donc c'est rigolo de travailler dans une boîte où effectivement la marque est aussi prépondérante. Mais gros exercice d'humilité en se disant la licorne et le machin, ok très bien, t'oublies, et puis on est reparti avec une boîte qui faisait 100 fois moins en termes de valuation que le milliard, ou à peu près, je sais plus exactement. Mais et donc on s'est recentré autour de ça, et donc ça c'était assez difficile parce que tu te retrouves à te dire déjà d'abord c'est difficile de se dire qu'une boîte comme Docker peut s'arrêter. Aujourd'hui quand tu fais Docker Run Ubuntu, toutes tes images partent du hub, qui c'est au départ là qu'elles sont posées, donc ça paraissait compliqué d'arrêter tout ça. Et en même temps, c'était ultra difficile de se dire, mais est-ce qu'on va réussir à trouver un business model autour de tout ça? Bon, 3 ans après, on y est arrivé. On a un vrai business model autour de Docker Desktop. Comme je disais tout à l'heure, en le gardant gratuit pour la plupart des gens et en le laissant payant pour ceux qui font de l'argent avec. Donc ça, c'est un business model qui fonctionne pour l'instant. Et effectivement, ce qui était difficile, c'était l'exercice d'humilité de passer de wouhou, on va rocker la planète, nous on est une licorne, on est trop fort, trop de la balle, son Docker ça peut pas mourir. Oui, alors en fait, donc on est passé de 350 à je sais plus 70. Un échange avec Benoît Petit, CTO et cofondateur de Hublot. En fait, c'est un sujet auquel on fait super attention depuis le départ. On a pris au moins, avec côté Hublot, on a pris le temps au moins 3 ou 4 fois de se poser et de réfléchir pendant un certain temps à cette question et de se dire, ok, si demain il y a telle entreprise qui vient nous voir, est-ce qu'on répond pas? Et c'est quasiment une question existentielle en fait. Donc on se la repose régulièrement. Dans les faits, forcément, il y a du cas par cas, parce que il peut y avoir un nom d'entreprise qui nous plaît pas parce qu'on a l'impression que la démarche est pas la bonne. Par contre, nos interlocuteurs peuvent avoir foncièrement et de manière sincère la bonne démarche. Et des fois, ça peut être l'inverse. Il peut y avoir une entreprise qui a l'air d'être vertueuse dans l'approche, et quand on vient nous voir, la demande ne nous semble pas correspondre à nos valeurs et ce qu'on a envie de faire. Donc c'est hyper complexe. Comment vous le filtrez ou vous le sentez, ça? Justement, en fait, on aimerait bien avoir un pattern, mais je crois que c'est pas possible, quoi. On le fait, du coup, c'est pour ça que je dis il y a forcément du cas par cas, parce que à chaque fois on se pose la question de manière générique et on se dit ok, on va essayer d'identifier un go-no-go pour nous simplifier la vie, et en fait au final on se retrouve à en discuter parce que c'est jamais aussi simple. Mais donc pour autant on a déjà eu des demandes qui étaient a priori pas du tout qui étaient pas suffisamment alignées avec la manière dont on voit les choses. Après des fois c'est difficile de savoir si c'est pas aligné parce que justement il y a une fausse volonté ou une mauvaise volonté dès le départ, ou si c'est mal aligné parce que il y a une incompréhension ou une compréhension partielle du sujet. Et des fois ça peut arriver. Nous chez Hublot on a pour projet là de lancer une thèse sur les impacts indirects du numérique. Ça c'est une question qui divise. Et on a pas mal de demandes qui ne prennent en compte que les impacts directs. Donc les impacts directs sont ceux dont on a parlé, émissions de gaz à effet de serre, les métaux, voilà, ça veut dire quels sont les impacts qu'ont les services ou les équipements numériques quand on les fabrique, quand on les utilise, c'est direct. Les impacts indirects, c'est quel est l'impact du service numérique sur la société, et donc indirectement sur les impacts environnementaux du comportement des utilisateurs. Et ça, pour le coup, voilà, ça aussi, c'est une question qui rentre en jeu. Si demain, on nous demande d'optimiser une plateforme de services numériques qui permet de vendre des billets d'avion, la question se pose, en fait. C'est-à-dire que peut-être que la demande, elle est foncièrement sincère et bien intentionnée. Mais que l'effet rebond, il te plaît pas, quoi. Voilà, peut-être que les impacts directs, ils seront significativement réduits. C'est pas impossible, mais sauf que si derrière ça permet d'être plus performant à vendre des billets d'avion et en vendre plus, est-ce qu'on a tiré dans la bonne direction? Et donc voilà. Donc dès qu'on rajoute ce genre de questions, alors, t'imagines que le go-no-go il est encore plus compliqué. Vous refusez beaucoup de trucs du coup? Non, on en a refusé quelques-uns, quoi. Enfin, pas des brouettes entières, mais c'est arrivé et de manière épisodique.
Mais on sent que voilà, ça risque d'arriver de plus en plus parce que on a la chance d'être sur un sujet où il y a de plus en plus de demandes, mais donc mathématiquement, on va certainement avoir de plus en plus de demandes, ou ne serait-ce que se positionner sur la demande, ça va être compliqué. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.